Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre émission Instant H. Je suis votre animatrice Miss Huguette. Comme je vous l'ai indiqué il y a quelques heures, voilà, nous avons une petite spéciale aujourd'hui. Je ne suis pas seule, accompagnée du sociologue Monsieur Georges Goma, voilà, qui nous dira pourquoi il est présent sur ce plateau. Je lui poserai quelques réponses, quelques questions très rapidement concernant une thématique que nous avons annoncée. Donc l'émission aura bien lieu sur la version longue ce soir à 21h. Et j'ai tenu à ce qu'il puisse nous partager son expertise sur le sujet. Monsieur Goma, bonjour. Bonjour Huguette. Ça va? Bonne année, hein, ça fait Bonne longtemps. année, Là. beaucoup de bonnes choses. La santé? Ça va très bien, la santé va bien malgré l'ambiance globalement morose avec la COVID-19. Alors, comment ça se passe au Canada? Parce que je vous rappelle, monsieur Georges Goma est au Canada. Confiné, pas confiné? On est confiné, c'est-à-dire qu'on continue, on sort pour faire des courses, hein, on sort pour faire des courses normalement, sinon on est toujours sur le mode télétravail pour beaucoup de gens, et puis on a aussi le couvre-feu parce que les chiffres du Covid ou de la sont très élevés ici au Canada. Hein. Il y a des provinces qui sont vraiment très très mal. Et donc, ça a été renforcé par le gouvernement. Et puis voilà. Ok. On a un couvre-feu qui va de 20h à 5h du matin. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que très rapidement, vous voulez bien vous présenter, s'il te plaît, te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, pour me présenter, je suis Georges Goma. Je suis Georges Goma d'origine congolaise, congolais de Brazzaville. Et puis, je suis africain, très, très, très panafricain, évidemment. Et puis, voilà, je suis sociologue, enseignant-chercheur et j'habite au Canada. Après avoir vécu longtemps en France et aux États-Unis, et maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, je suis au Canada. Très bien. À Québec, voilà. Très bien, mes salutations à tous les Québécois et toutes les personnes qui nous suivent. Alors, si j'ai fait appel à toi, Monsieur Georges, c'est concernant en fait un texte de loi qui a été validé ici en France depuis jeudi dernier par le Sénat, le gouvernement, qui autorise en fait, je vais lire les mots tels qu'ils sont, on va pas trop les déformer. Le Sénat a fixé un seuil d'âge de non-consentement sexuel des mineurs à 13 ans. Donc, en dessous de 13 ans, ils considèrent que c'est un non-consentement. Donc, par conséquent, on en déduit que dès l'âge de 13 ans et un jour, ces enfants-là sont, voilà, il y a quelque chose de possible, on fait des enquêtes et on vérifie un peu toutes ces choses-là. On voudrait un peu d'éclaircissement parce que ça a fait beaucoup d'écho ici. Les gens ont été outrés en se disant qu'à 13 ans, l'enfant n'est pas consentant à un acte sexuel, hein, faut dire les mots tels qu'ils sont. Et du coup, on voudrait un petit peu avoir votre avis. En tant que sociologue, je vous prends un peu à pied levé. Ça n'a pas du tout été préparé, mais j'aurais voulu connaître votre point de vue, connaître un peu la jeunesse de toutes ces choses. Si vous avez du recul par rapport à ça, là, on parle de France, mais est-ce que vous avez peut-être un point de vue général à nous donner concernant le consentement sexuel? Là, on parle de l'âge de 13 ans. Qu'en pensez-vous? Bon, alors, ce que j'en pense, c'est d'abord relever un fait, qu'il s'agit des enfants. Il s'agit des enfants. Et dans toutes les sociétés, la vie des enfants, le développement de l'enfant est un champ très, très, très important et que l'enfant doit être protégé. Je suis sociologue, nous avons une sociologie de la famille. La sociologie de la famille adresse tous les aspects qui sont liés à la famille. L'éducation des enfants, d'abord faire des enfants et les éduquer avant de faire de ces enfants des personnes adultes et les mettre, n'est-ce pas, dans la vie adulte en tant que tel. Donc, avant ça, l'enfant doit être protégé de sa naissance jusqu'à l'âge de sa majorité. Là, c'est d'une manière générale. Et même les Nations Unies ont prévu quand même une grande convention sur les droits de l'enfant et la protection de l'enfance et de la jeunesse. Donc, c'est un point très, très, très important. En évoluant dans la situation, on voit maintenant qu'ici, il s'agit quand même de la maturité sexuelle, ce qui se rapporte à la vie sexuelle de l'enfant. Je crois que c'est la loi, j'ai entendu parler de ce débat, c'est bien la loi Chiappa, hein, c'est ça?
Là, ça a été voté plus précisément par une autre ministre. La loi Chapiat, c'était autre chose. Oui, Là, je vois que c'est la sénatrice centriste Annick Billon. ah, d'accord, ok, ok, ok. Bon, donc voilà, ce que vous m'avez dit là, c'est le consentement à 13 ans, les consentements sexuels entendus à 13 ans. Bon, je pense que il y a quand même une justification à ce que la société française ait pu élaborer une loi comme ça. Bon, toutes les sociétés, de toutes les façons, ont des conventions qui sont tout à fait spécifiques. Je vais faire un petit retour rapidement, historiquement parlant, toujours dans le rapport à l'enfant. Jusqu'au 19e siècle, en France, 18e siècle en Angleterre, certainement, parce que quand je vais vers ces périodes-là, c'est la révolution industrielle en France et en Angleterre. Qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté que les enfants travaillaient. Beaucoup d'enfants travaillaient dans la mine. Dès l'âge de 7 ans, les enfants allaient travailler dans la mine. Il a fallu qu'il y ait un rapport qu'on appelle le rapport du docteur Malhermé. Le docteur Malhermé a fait un travail de fond sur la croissance de l'enfant. Et de ce rapport est sorti un réquisitoire que l'enfant doit d'abord parfaire son développement physique et son développement psychique et cognitif. Donc, il faut du temps pour ça. Parce que les enfants qui commençaient à travailler à l'âge de 7 ans, 8 ans, dans les mines, faire des travaux comme ça, n'arrivaient pas à se croître normalement sur le plan statural et sur le plan de la pensée également sur le plan psychologique. Donc ça, c'est quand même des moments très, très importants. C'est de là qu'est partie une période obligatoire que l'enfant doit atteindre, par exemple, l'âge de 16 ans, par exemple, à l'école. Une sorte de mise en quarantaine pour que l'enfant ne soit pas bousculé dans sa croissance. Ça, c'est quand même très important à savoir. Et aujourd'hui, dans toutes les sociétés, il y a l'âge obligatoire pour aller à l'école. Voilà, globalement. Bon, maintenant, si on vient maintenant à la question de la maturité sexuelle, il faut aussi comprendre ceci, que dans le développement propre de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la puberté. La puberté. On a l'enfant, la première enfance, je crois de la naissance à peu près à 3, 4 ou 5 ans, et puis l'enfance qui va quand même de 3, 4, 5 ans jusqu'à 10, 11 ans. À partir de ce moment-là, c'est là que commence, n'est-ce pas, une autre période qu'on appelait dans les sociétés développées la période d'adolescence, de l'adolescence. Et je vais me dire une petite parenthèse sur la période d'adolescence. La vie humaine est faite sur la base d'un cycle de vie, le cycle de vie. Et ce cycle de vie, il y a l'enfance, il y a l'enfance, il y a la vie adulte et il y a la vieillesse. Ça, c'est de façon tout à fait, comment je fais, globale. Et vous voyez que je n'ai pas placé l'adolescence là. Parce que quand vous allez dans la société historique, que vous allez dans certaines sociétés traditionnelles, il y a ces 3 étapes. C'est ça qu'on appelle le cycle de vie ternaire. 3 ternaires en 4. Enfance, adulte et vieillesse. Maintenant, dans les sociétés développées, vu ce que j'ai dit là, avec le rapport Malhermé qui a vu que non, mais quand l'enfant va travailler trop tôt là, ça réduit, ou bien ça réduit la portée de sa croissance. Il y a des conséquences après. Ils ont introduit maintenant l'adolescence. L'adolescence entre, n'est-ce pas, l'enfance et l'âge adulte. Oui. Cette période permet à l'enfant de croître normalement avant de s'engager dans les activités des adultes. Or, les activités des adultes, c'est quoi? C'est aller travailler aussi. Mais c'est pas seulement travailler, les activités d'adultes aussi, c'est la procréation. C'est-à-dire, quand on parle de la procréation, eh bien, le rapport sexuel à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est quand même très important pour savoir. Maintenant, chaque société, à sa manière, arrive à déterminer pour sa part quel est l'âge de la majorité.
quand on voit en France, par exemple, cet âge de la majorité a été défini à 18 ans. Mais juste à côté de la France, quand vous allez en Belgique, par exemple, c'est 21 ans. Aux États-Unis, c'est 21 ans. Vous voyez, ça, c'est sur le plan purement institutionnel. Maintenant, quand on revient sur maintenant les cas particuliers, cette croissance staturale de l'enfant, il faut comprendre que comment on appelle ça, chez la puberté, chez la jeune fille, arrive avant le jeune garçon. C'est-à-dire qu'à partir, d'autres même sont très précoces, à partir de 8, 9 ans, vous voyez que la jeune fille commence à se transformer, le corps commence à se transformer sur le plan purement physique. La poitrine devient beaucoup plus généreuse, commence à se faire une femme. À 12 ans, généralement 11-12 ans, c'est l'âge un peu défini par tout le monde, c'est la puberté commence par là. Ok, ben, les garçons, c'est un peu beaucoup plus tard. Donc, c'est pourquoi on voit souvent que dans certaines sociétés, ça s'est passé en France, dans le temps, ça s'est passé en Afrique également. Il y a des conventions sociales en Afrique qui font épouser les jeunes filles avant l'âge de la majorité, parfois avec le consentement des parents, surtout dans les sociétés un peu plus avancées, avec ce consentement qui est bien écrit dans des textes. Vous voyez? Donc bon, là, vous nous ramenez un peu, Monsieur Georges, un peu dans des retours aux sources, c'est ça? Vous nous dites qu'en Afrique, si on revoit un peu ce qui se passait au temps de nos aïeux, que ce soit dans les villages, on mariait les femmes beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes. Ah, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Hein, on mariait les femmes beaucoup plus tôt en Afrique parce que de toutes les façons, l'école même, vous voyez très bien que l'école, c'est une occurrence qui est arrivée au cours de l'histoire. En Afrique, les jeunes garçons, les jeunes filles allaient s'initier à la vie adulte en étant avec leurs parents. Donc, il n'y a pas cette mise en quarantaine, entre guillemets, qu'on appelle l'école, où on pensait évidemment, on va mettre les enfants un peu en quarantaine pour leur permettre que leur évolution ne soit pas perturbée par des rapports sexuels ou bien le travail qui va réduire la portée de leur croissance en tant que telle. Ça tournait autour de quel âge, ce mariage? Écoutez, je ne sais pas si on peut déterminer pour le cas de l'Afrique en tant que tel, parce que quand on arrive à déterminer, c'est quelque chose qui devient institutionnel. C'est-à-dire les sociétés modernes aujourd'hui, vous savez, dans les sociétés développées fonctionnent par des commissions d'enquête, par exemple. On peut mettre en place une commission d'enquête ou bien un groupe d'études. Un groupe d'études, quand il y a une problématique qui se pose dans la société, on dit à ce groupe d'études ou bien à cette commission d'enquête, prenez tous les spécialistes dans tous les domaines qui se rapportent à l'enfant. Prenez le temps qu'il faut, ça peut être une année. Ici, il y a des commissions d'enquête, ici au Québec. Chaque petite chose, quand il y a un problème, on met en place une commission d'enquête. Vous allez vous mettre en place, on vous donne les moyens nécessaires. Appelez tous les spécialistes dans le droit, dans la sociologie, dans toutes ces choses, dans la biologie, dans la médecine. Regroupez-vous, regardez-moi le cas des enfants. Et puis, ils vont faire des recherches et à la fin, ils rendent leur rapport avec des recommandations. Que par exemple, pour les enfants, voilà ce qu'on peut faire, un peu dans l'idée du rapport Malhermé dont j'ai parlé là. Oui, ce rapport, c'était un réquisitoire et puis qui a dit que voilà, dans le rapport aux enfants, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Là, vous nous avez parlé de quelque chose, l'entrée à la puberté, qui est pour tous les continents, qui est mondial pour toute construction, développement d'un enfant. Voilà, la jeune fille, à partir de 9, 10, voilà, toutes ces choses-là se mettent en place. Vous nous avez parlé, tu nous as parlé du mariage qui se fait en Afrique, qui se faisait peut-être du moins à un âge très précoce. Moi, je voudrais savoir un petit peu, on revient un petit peu sur cette casquette-là. Du coup, le mariage génère des naissances, des accouchements. Est-ce que le corps de la femme peut supporter tout ce qui se passe là, des grossesses, des accouchements à l'âge de 13 ans, 14 ans? Non, je pense que non. C'est pas pour rien que j'ai appuyé quand même sur cette bonne période de mise en quarantaine là. Hein? Bon, dans le temps, comme je l'ai dit, hein, en Afrique, même ma propre mère, je pense qu'elle s'est mariée à 14-15 ans, hein, de toutes les façons, et ça ne posait pas un problème
à cette période-là. De toutes les façons, la perspective pour les femmes, c'était des femmes au foyer, hein, qui n'allaient pas à l'école. Et puis bon, dès cet âge-là aussi, donc voilà, on pouvait se marier. Mais même dans les sociétés développées, plus avancées, je pense qu'à 16 ans déjà, à 16 ans, il peut y avoir des conventions aussi autour de ça. Une femme peut se marier à 16 ans avec le consentement des personnes adultes, surtout. Parce que l'âge de la majorité où l'enfant devient vraiment autonome, peut prendre des décisions par lui-même, c'est quand même 18 ans en France et donc 21 ans en Belgique. Je prends ces deux exemples-là pour être un peu plus proche, tu vois un peu. Alors, donc, c'est cela. Bon, maintenant, il y a des conventions. Même pour le travail aussi, hein, les enfants à 16 ans aussi peuvent aller travailler, mais toujours il faut une autorisation. Voilà, il faut fonctionner selon la loi. On ne peut pas, dans une société, dans toutes les sociétés, l'individu est un sujet d'État, donc doit obtempérer au système de valeurs qui a été accepté dans une société. On ne peut pas, quand on va au-delà de ce système de valeurs, on devient un déviant. On devient un déviant, on peut faire la prison pour ça, vous pouvez être frappé. Mais maintenant, dans l'évolution du jour, le consentement sexuel à 13 ans, selon vous? Bon, maintenant, oui, le consentement sexuel, moi, je suis très sceptique par rapport à cela. Je suis très sceptique. Je suis parmi les gens qui pensent que non, il faut être rigoureux parce que on peut s'interroger sur, au fond, sur le fameux consentement d'un enfant de 13 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant de 13 ans? Vous lui donnez des bonbons parce que l'enfant adore des bonbons. L'enfant est content de sucer les bonbons et puis ben, il est bien content de la personne qui lui a donné et qui de ce fait, parce que l'enfant est content de sucer ses bonbons et vous dit oui et vous êtes content de vous protéger et avoir des rapports sexuels avec un tel enfant. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Je pense que le consentement qui tiennent la route, c'est le consentement d'une personne adulte en tant que telle et que les enfants doivent être protégés par tous les moyens. Même si on évoque que dans l'ancien temps, évidemment, les enfants se mariaient plus tôt, mais ça, c'est on n'est plus des sociétés archaïques ou traditionnelles. On est des sociétés modernes où il y a des grands spécialistes, des grandes spécialistes dans tous les champs qui sont capables, n'est-ce pas, de nous dire ce qui est bien pour l'enfant dans sa croissance, comme je l'ai dit, hein, le développement psychologique, social et sur tous les plans, quoi. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis très sceptique par rapport à ce fameux consentement d'un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans est un enfant. Voilà. Pour tous ceux qui nous rejoignent, le texte de loi dit qu'en dessous du seuil de l'âge de 13 ans, les enfants n'ont pas à se justifier s'ils ont eu un rapport sexuel avec un adulte, un majeur, donc ils sont non consentants. Mais par contre, donc ça montre clairement qu'à partir de 13 ans et un jour, il faudra justifier si l'enfant était consentant ou pas d'avoir eu un rapport sexuel avec une personne majeure. Quand on parle de ça, on est conscient que cet enfant à 13 ans, il est soit à l'école, soit à la maison, et que très souvent les cas de rapports sexuels qui ont été dénoncés viennent d'un membre de la famille, d'un père, d'un beau-père, d'un oncle. On va parler là de viol, d'inceste. Comment on peut demander à un enfant de justifier? On va ouvrir une enquête pour savoir s'il était consentant sur une personne qui a quand même une autorité sur lui, un ascendant. J'ai vu des slogans passer, MeToo inceste. Il y a pas mal de phrases qui sont dites, qui sont lourdes. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la personne qui m'a violée, qui m'a touchée, qui m'a violentée, c'est la personne qui m'a vu grandir. Cette phrase m'a fait très mal. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vu ces enfants-là grandir. Et à un certain âge, à un certain moment, ils ont décidé de passer à l'acte. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, non, mais c'est toute la complexité, hein, la complexité du phénomène est là parce que bon, c'est pas pour rien que j'ai commencé quand même par vous parler de la sociologie de la famille, hein, c'est-à-dire que l'enfant grandit au sein de la famille, naît dans la famille, grandit dans la famille, et la famille devait avoir, n'est-ce pas, comme responsabilité d'accompagner ce développement de l'enfant avant de le jeter dans le monde des adultes, avec la fierté du travail bien accompli que j'ai bien éduqué un enfant, et maintenant ma fille, tu peux te marier et puis c'est correct. Voilà, mais si l'État aussi pense que non, mais on peut faire une dérogation à 16 ans, 16 ans, c'est pas 13 ans quand même aussi, hein. 16 ans, c'est pas 13 ans. Hein.
Donc, on peut dire que 13 ans, même 15 ans, ce n'est pas 13 ans non plus. Vous trouvez que là, les mineurs sont assez protégés avec cette loi, selon vous? Hein? Selon vous, vous trouvez qu'avec cette loi, les mineurs sont assez protégés? Parce que du coup, il y a un flou, comme vous dites, entre 13 et 15-16. Ben oui, mais je ne sais pas s'ils sont assez. Moi, la vraie protection qui tienne, c'est quand même la solution la plus raisonnable qui soit. C'est-à-dire que la société peut se retrouver, et comme ils ont fait là, se sont certainement retrouvés dans la société pour la convention de 13 ans là. Mais moi, personnellement, là, c'est Georges Goma qui parle, c'est mon sentiment personnel. Je pense que 13 ans, on est encore trop enfant pour s'adonner, n'est-ce pas, à des activités sexuelles, parce qu'on sait très bien aussi quand même que nous vivons dans une société de grande perversité. Et la perversité s'est accrue avec Internet aujourd'hui. La perversité s'est accrue quand même aussi avec des familles dysfonctionnelles, parce que il y a un rapport à la vue. L'enfant est un être vulnérable. L'enfant, c'est un être qu'on peut manipuler. J'ai pris l'image du bonbon parce que le bonbon, ça renvoie toujours. Les enfants, on a toujours été des enfants. La personne qui te donne des bonbons, tu es bien content et tu veux qu'il te donne encore des bonbons. Là, c'est une image, mais ça peut être une manipulation sur quelque chose d'autre. Voilà. Hein, les enfants, à un âge, ont aussi besoin d'argent, par exemple. Ils ne travaillent pas. Ils ont des amis, ils veulent avoir ceci, ils veulent avoir cela. Donc, les adultes derrière peuvent aussi utiliser ce canal pour manipuler les enfants. Et puis, voilà, comme les enfants ont besoin d'argent, on veut de ceci, les adultes sont là. Et voilà, c'est comme des prédateurs. Il y a des situations où les personnes adultes dans les familles, parce qu'évidemment, le viol des enfants, c'est surtout dans les familles, c'est des gens qui sont autour de toi. Voilà. Donc, c'est une démarche prédatrice vis-à-vis des enfants qui est réelle dans beaucoup de situations. Et c'est des cas comme ça qu'il faut vraiment protéger et punir avec l'énergie la plus forte à ce niveau-là. Parce que pour moi, un enfant, c'est presque sacré. Il faut accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur. Et puis, à un moment, quand on trouve que l'enfant maintenant peut se défendre, peut avoir un point de vue éclairé, là, d'accord. Oui. Une personne m'a dit, je cite, hein, la promiscuité des maisons que nous avons, on est tous serrés, confinés les uns avec les autres, et en reprenant ce mot confiné, on l'a dit en introduction, on passe en ce moment dans le monde des périodes difficiles où nous sommes confinés 24 ensemble. Est-ce que ça, c'est une raison? Est-ce que ça, c'est un argument qui pourrait faire comprendre ce qui se passe là, des incestes, des attouchements, du fait qu'on soit tous les uns toute la journée? Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, ça ne justifie absolument rien. Le confinement, ça ne justifie absolument rien. C'est vrai que le confinement peut continuer à produire en fait, comment je peux les appeler pour ne pas être trop méchant, mais c'est criminel. On peut pas le justifier. On reste un criminel parce que quand on dit que non, mais un enfant, on ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un enfant, il ne faut pas les avoir. Si vous les avez, vous êtes un criminel et vous devez être traité comme tel. C'est le confinement, c'est tout le monde qui est dans le confinement. De toutes les façons, la situation, elle est planétaire aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça ne justifie absolument rien. Ça ne justifie absolument rien. Cette promiscuité, elle existe bel et bien, mais chacun doit se tenir à carreau. Ça, c'est clair et net. Hein? Moi, franchement, je ne vois pas que le confinement soit une raison pour excuser M. Tartampion d'avoir commis un acte sur un enfant. Un enfant reste un enfant. La société doit accompagner cet enfant dans sa croissance staturale et psychique jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir par lui-même, puisse prendre des décisions par autonomie. Voilà, que l'enfant soit autonome dans ses décisions. Okay. Maintenant, je reviens encore sur le fait que il peut arriver que ces conventions-là, parce que une autre chose aussi que les biologistes pourront bien nous expliquer et ce qui justifie, c'est que c'est bien vrai que la période de la puberté, c'est un signal. C'est un signal qui dit simplement que à partir de maintenant,
l'enfant peut tomber enceinte. Voilà. Les premières menstrues, quand ça apparaît, ça montre quand même que le corps maintenant est prêt pour la procréation. Vous voyez? Bon, une fois qu'on a dit cela, ça ne justifie rien. Et que les biologistes diront aussi que c'est de 12 jusqu'à peu près 24-25 ans que les cellules reproductrices sexuelles se multiplient davantage, ce qu'on appelle l'anabolisme, la multiplication des cellules. Le catabolisme, c'est la réduction des cellules, parce que quand on va crescendo, on atteint un certain point, et puis on commence à descendre dans la production des cellules. Et c'est là où la femme est très ouverte à la procréation. Ça, c'est sur le plan du développement, mais cela, même quand on a dit ça, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas parce qu'un petit enfant de 12 ans, de 13 ans, même si elle est prête, peut faire des enfants, ben, il y a quand même des conditions sociales, d'autres conditions qui font que non, mais ce serait bien que l'enfant puisse terminer ce développement-là tel qu'on a, que les spécialistes ont dit que ce serait le meilleur développement pour l'enfant avant mais ça, de s'adonner aux activités des adultes. Donc, vous nous avez bien introduit dans cette thématique que nous allons encore poursuivre ce soir à 21h. Je vous donne vraiment rendez-vous tous à 21h. Monsieur Georges Goma, déjà je vous remercie et je voudrais vous donner le mot de la fin, votre conclusion sur cette information. Le mot de la fin, c'est déjà que le débat, il faut qu'il y ait un débat social autour des problématiques qui sont des problématiques brûlantes de notre société. Et en l'occurrence, le rapport à l'enfant est une grosse problématique parce que les enfants sont la société de demain. Donc, dans notre société, on devait veiller vraiment au développement de l'enfant. Et puis aussi, ma foi, aujourd'hui, avec les changements sociaux qui s'opèrent devant nous, là, il y a d'abord l'Internet qui est arrivé. Hein, c'est quand même un grand facteur qui vient bouleverser d'une manière incroyable notre existence. Le rapport au sexe aussi est devenu d'une banalité et d'une accessibilité incroyable pour les enfants. Et puis, on parle quand même d'éducation sexuelle aussi. Hein, il faut l'éducation sexuelle. Par qui l'éducation sexuelle doit être donnée? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est autour des parents à la maison? Quels sont les avantages de l'un comme de l'autre? Comment baliser vraiment cette éducation sexuelle? À quel moment doit-elle commencer? Tout ça, c'est autant de problématiques qui existent autour de l'enfant et donc de la famille et donc de la société. Et une fois de plus, je vais terminer par mentionner quand même la Convention des Nations Unies dont j'ai parlé. C'est très, très important que les Nations Unies puissent, n'est-ce pas, se prononcer sur la question. Hein, voilà, vous m'avez demandé de déterminer les enfants d'après cette convention. Je pense le droit à la protection. Ça, c'est bien souligné dans cette convention que le droit à la protection contre les mauvais traitements, l'exploitation et les substances aussi nocives. Ça, c'est l'un des points de cette convention. Le droit à l'éducation, à des soins de santé, à un niveau de vie adéquat. Ça ressort également de cette convention. Le droit de participer à la vie familiale, culturelle, sociale. Le droit de l'enfant de s'exprimer ses propres opinions. Ça aussi, c'est très, très, très important, que l'enfant soit capable d'exprimer ses sentiments. Et puis aussi le droit à la protection de la population vulnérable, parce que les enfants, jusqu'à preuve de contraire, font partie, n'est-ce pas, de ces populations vulnérables. Voilà ce que je pouvais dire un peu de façon ramassée comme ça, là. J'aurais bien aimé participer à la discussion avec les autres, échanger les points de vue, et puis voilà. Merci beaucoup, Georges Goma. Merci beaucoup. Merci, M. Gaët. Au plaisir des futures discussions. Toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci. C'était votre émission InstaH, la première partie concernant la thématique de ce soir, le consentement sexuel à 13 ans. Qu'en pensez-vous? À ce soir, 21h. Merci. Bye bye.